tout frais payé à la Commission européenne destinée à combattre les idées reçues sur l'UE, on a d'abord cru à une blague. Qu'une institution constamment pointée du doigt pour sa politique ou son fonctionnement cherche à redorer son image auprès de youtubeurs, des personnes dont les contenus sont regardés par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, rien d'étonnant à cela. Good to see you. Great to see you. Welcome to my living room. It is very stylish. Laetitia, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Installez-vous. Merci. Bienvenue dans mon salon. Oui, enfin. Mais dans ce cas, pourquoi nous inviter-nous ? Nous qui venions de sortir une interview d'1 heure pointant précisément le caractère antidémocratique de cette institution. Était-il possible que la boîte de com chargée par la commission de contacter des youtubeurs n'ait même pas pris la peine de regarder le type de contenu que nous produisions avant de nous inviter ? Et surtout, que convenait-il de faire ? Fallait-il refuser par principe, par peur de nous compromettre ? Non, la réponse était évidente, il fallait y aller. Profiter de l'occasion pour vous amener avec nous, pour vous montrer les coulisses de l'UE. Poser les questions les plus naïves du monde pour que les types se lâchent et nous livrent leur vision des choses le plus franchement possible. Y aller pour vous exposer les discours que l'UE tenait sur elle-même, les piliers de son idéologie et les ressorts de sa propagande. C'est ainsi que dans l'aube pluvieuse d'une matinée d'avril, nous avons rassemblé nos caméras, nos micros et nous avons pris place dans le train, direction Bruxelles et direction la Commission européenne. Et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'on n'allait pas être déçus. Enfin, je peux rien y faire, c'est la démocratie, c'est les gens qui s'expriment. On est dans le... C'est pas vrai, C'est là où la politique rentre en jeu. Je répondrai à S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher aux fonctionnaires de la représentation de la commission qui nous ont accueillis à Bruxelles, c'est bien le caractère assumé et totalement décomplexé de leur démarche. Si la commission nous avait invités, comme elle le faisait d'ailleurs très souvent avec des journalistes, c'était pour nous influencer, nous, afin que nous vous influencions, vous, en vous parlant de l'Union européenne et de tout ce qu'elle faisait pour vous au quotidien. Ce type de séminaire, c'est quelque chose qu'on fait très souvent pour les journalistes, vraiment très très souvent. Alors parfois avec des sujets un peu différents, on prend des thématiques, on fait la politique économique de la Commission, on fait la politique environnementale de la Commission. Mais en tout cas, inviter des gens à venir à la Commission discuter avec des fonctionnaires européens et des gens qui travaillent ici, c'est quelque chose qui est hyper fréquent et qu'on a pensé être une bonne idée de faire aussi pour vous, youtubeurs, en tant que médias et personnes qui prenaient de l'information et la relayaient après à vos différentes audiences. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Rien, concrètement, pour être tout à fait honnête. On n'a pas d'attente, on n'a pas une checklist où on a tous vos noms et on va surveiller ce que vous allez faire après. On attend que vous parliez plus d'Europe de vous-même parce qu'on trouve ça intéressant. Donc on espère vous convaincre que c'est des sujets importants, intéressants et que ça vaut le coup dans vos communications et dans vos réalisations et dans ce que vous faites au quotidien d'injecter un angle européen, de se dire « Ah tiens, mais qu'est-ce qui se fait au niveau de l'Union européenne? Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller creuser, d'aller regarder ce qui se passe à la Commission, dans les autres pays, au Parlement ?» Qu'est-ce qu'on discute sur ce sujet-là, les droits des femmes, qu'est-ce qui se fait au niveau européen, marché de l'emploi, pareil, sur Internet on fait plein de trucs. Voilà, essayez d'avoir un peu ce réflexe-là, de se dire, c'est quand même une grande partie aujourd'hui de la vie politique, de la vie, de l'actualité, des choses comme ça. Et nous, globalement, et moi je suis bien placé pour le savoir, on trouve que c'est pas assez présent dans les médias, dans la réflexion, dans le débat public. Et donc ce qu'on voudrait, voilà, c'est vous influencer, vous influenceurs, pour que vous vous disiez ah ouais, ça c'est quand même un bon angle, c'est un bon sujet, j'ai envie d'en parler. Donc je dirais ça, c'est ce qu'on attend de vous. Que vous voyez que l'Union européenne fait des choses et que c'est intéressant de regarder et de voir ce que vous avez à en dire. Donc le résumé de ce long introduction, c'est réfléchissez à parler d'Europe et si vous voulez en parler, à vraiment envoyer un mail, appeler en disant je voudrais faire un truc sur tel sujet, qu'est-ce que vous avez comme idée, comme info, et nous
on fera du mieux qu'on peut pour y répondre, et c'est ce que font les journalistes tous les jours. C'est leur job de faire ça. Alors parler d'Europe, oui, carrément, même si l'idée d'aller chercher nos analyses sur l'action de la Commission directement auprès de son organe de communication officiel pour la relayer à notre public ne correspond pas vraiment à l'idée qu'on se fait de l'éthique journalistique. Après tout, comme l'avaient si bien dit François Vlaminck et Guillaume Roty, l'UE représente aujourd'hui un aspect important de la vie politique, et pas forcément que dans le bon sens. Quand on parle d'Union européenne, deux critiques reviennent de manière extrêmement régulière. Celle portant sur le fonctionnement, souvent jugé peu démocratique, de cette instance supranationale pouvant imposer ses orientations aux États membres contre la volonté des citoyens, et celle portant sur les orientations en question, notamment en matière de politique économique, faisant de la vente des biens nationaux et de l'ouverture à la concurrence des services publics un horizon indépassable. Ces critiques, nous nous en étions nous-mêmes fait régulièrement les relais. Était-il possible qu'on se soit trompé ? Nous allions bientôt le savoir, puisque notre premier séminaire allait porter sur les décodeurs de l'Europe, une initiative de la Commission chargée de combattre les idées reçues sur l'UE. Si on dit à quelqu'un dans la rue « Commission européenne », la plupart du temps, il en a entendu parler, mais pas toujours. Et après, il va avoir tout un tas d'idées derrière, ou d'impressions, ou d'idées reçues qui vont lui venir en tête. Et c'est toujours les mêmes idées reçues. Toujours. Mais c'est même impressionnant à quel point il y a toujours le même a priori sur la Commission européenne, c'est pas démocratique, ces commissaires non élus, les fonctionnaires européens trop nombreux, trop payés, la fin des services publics, vraiment plein de choses qui sont ancrées dans l'imaginaire collectif, on va dire, depuis assez longtemps, qui sont pas vraiment des... J'ai pas envie d'appeler ça des fake news, c'est pas vraiment des fake news, c'est vraiment des idées reçues, des mythes. Nous, on pense que c'est faux et on a des éléments pour dire non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais après, certaines personnes auront sûrement des éléments pour dire défendre la thèse adverse. Mais en tout cas, il faut aller au-delà de cette première impression. Et si on veut que ce soit une impression, il faut la confirmer par des faits. Il faut regarder un peu plus précisément. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette initiative, c'est de prendre toutes ces idées reçues. Donc on a demandé un peu à tout le monde, les gens vous en envoient aussi, et essayer d'y répondre. Moi je vote jamais pour les Européens. Ah bon? Pourquoi? Parce que l'Europe n'est pas du tout démocratique, et je vois pas pourquoi je voterais pour une institution qui n'écoute pas ses citoyens. En fait, mamie, bien sûr que tu as ton mot à dire en votant pour élire les députés européens. Ils ont des pouvoirs super importants, tu sais. Ils votent les lois sur l'environnement, la migration, la sécurité ou encore le budget européen. Oui, l'Europe est démocratique. Pour être incollable, rendez-vous sur... Et du coup, les commissaires européens, ils sont élus en fait? Alors non, ils sont pas élus. D'accord. Mais c'est pas non plus des technocrates. Okay. Ils ont une légitimité démocratique indirecte. Okay. Ils sont comme des membres de gouvernement qui sont pas élus. Comme le Sénat, par exemple, en France ou... Comme les membres du gouvernement français. Les membres du gouvernement français. Oui, d'accord. Aucun d'eux n'est élu. C'est le Premier ministre qui choisit un ministre et c'est le président qui dit OK pour tel ministre. Et après, ils sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale en tant que gouvernement, et l'Assemblée nationale peut décider de virer le gouvernement si elle veut. Au niveau européen, c'est exactement pareil. C'est un collège de commissaires. Ils sont choisis par les États membres. Ils sont intronisés, entre guillemets, par le Parlement européen, qui vote sur l'ensemble de la commission en disant « oui, je suis d'accord pour mettre en place cette commission ». Et si le Parlement européen trouve que la commission fait du boulot nul, ou qu'un commissaire fait du boulot nul, elle peut demander à destituer la commission actuelle. Et elle peut faire un vote pour destituer la commission actuelle. En fait, on se rend compte que l'Union européenne, ça fonctionne exactement, en gros, comme le système démocratique français. Alors on peut trouver qu'il ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le mode de fonctionnement des démocraties, de toutes les démocraties représentatives aujourd'hui. Peut-on sérieusement dire que l'Union européenne fonctionne comme n'importe quelle démocratie ?
Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'Union européenne, ce sont principalement 3 instances décisionnelles. Le Parlement européen, composé de 751 députés, élus au suffrage direct, le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe les chefs d'État de tous les États membres, et la Commission européenne, soit un collège de 28 commissaires nommés. Cette commission est proposée par le Conseil et validée par le Parlement. C'est elle qui propose les législations européennes, c'est-à-dire les règlements qui entrent en application directement dans les 28 pays de l'UE, et les directives qui, elles, doivent faire l'objet d'une transposition dans la loi de chaque État. Le Parlement et le Conseil, eux, votent sur ces propositions de loi. Ce fonctionnement ressemble effectivement à celui d'un État. Mais il y a une différence considérable, qui est liée au caractère supranational, c'est-à-dire au-dessus des nations de l'Union européenne. Car les électeurs d'un pays membre ne votent jamais que pour leurs propres députés et pour leurs propres chefs d'État. Comme les votes au sein de l'Union européenne se font à la majorité, un pays peut très bien se retrouver soumis à un règlement ou contraint d'appliquer une directive contre sa volonté. Un gouvernement national peut même se faire élire démocratiquement sur un programme et être ensuite obligé, parce que l'UE en a décidé ainsi, de mener une politique contraire aux aspirations des électeurs. D'autant que là, on ne parle que de ce qu'on appelle le droit dérivé de l'Union européenne, les règlements, les directives, mais tout ça découle d'un autre droit qualifié, lui, de primaire. C'est celui défini par les traités européens, ceux dont le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a un jour dit qu'il ne pouvait pas y avoir de démocratie en dehors. Les traités européens conclus entre les États membres et garantis par la Commission constituent le fondement juridique et contraignant de l'Union européenne. Des traités impossibles à modifier sans un accord unanime de tous les pays membres et qui ont des conséquences très concrètes, parce qu'ils posent les bases de la politique économique que tous les États membres se doivent de mettre en œuvre sous peine de lourdes sanctions. Là, nous, Commission, on est en train d'attaquer la France en justice. On fait les premiers pas dans la procédure d'infraction, qui est le truc le plus classique au monde de l'Union européenne, c'est-à-dire quand un pays ne respecte pas une directive, la Commission l'attaque en justice en disant vous ne respectez pas cette directive, on discute, et si on n'est vraiment pas d'accord, à un moment, on demande à des juges, à la Cour européenne de justice, de dire qui a raison. En général, la Commission a raison. Oui. Quand on a raison, il y a la Cour de justice met une amende en disant tant que vous n'avez pas transposé la directive, tant que vous ne respectez pas le droit européen, vous devez payer tant. Là où il y a une grande incompréhension de ce que c'est l'Europe. L'Europe, ça ne marche que si on y croit et qu'on veut le faire respecter. Personne n'a intérêt à dire ce truc-là, j'en veux absolument pas et je le ferai jamais. Si un pays ne veut pas payer l'amende, par exemple. Mais s'il ne veut pas payer l'amende, il ne veut pas être dans l'Union européenne. Et c'est pas possible en fait, parce qu'il y a tellement d'autres endroits de coopération avec les autres pays que les autres pays vont lui dire tu joues pas les règles ici, ne crois pas qu'on va discuter avec toi sur les autres sujets qui t'intéressent et des choses comme ça. C'est un package. On est dans l'Europe parce qu'on a gagné en fait. Et donc il y a un moment où on achète le package entre guillemets. Voilà, il y a certains cas où je serai pas gagnant, je peux traîner des pieds au maximum et des trucs comme ça, mais je peux pas sauter de l'avion. Enfin, si on saute de l'avion, on fait le Brexit et ça a des conséquences hyper importantes. Donc à un moment, le pays prend ses pertes sur le sujet, il dit oui, je vais payer l'amende, oui, je vais faire le truc. Ou alors il dit je vais essayer de changer la loi et des choses comme ça, mais globalement, on a tous intérêt à ce que ça fonctionne et tout le monde respecte les règles, puisque les règles ont été construites pour que tout le monde y adhère. En fait, c'est le même principe que c'est mon premier prof de droit qui disait ça. On respecte pas le droit, la loi, parce qu'on y est obligé. On la respecte parce qu'on y croit. Tranquillement, le fonctionnaire européen confirmait que les États n'avaient pas d'autre choix que de se plier aux orientations définies par l'UE, y compris au mépris de la volonté exprimée par leurs propres citoyens. Mais cette absence de choix n'était pas liée à une pression quelconque. Bien sûr que non. Ce n'est pas une mafia ici. Il fallait juste que les États et par extension les citoyens comprennent que tout ce qui était décidé au niveau européen se faisait dans leur intérêt. Les sanctions, les amendes, comme celles que l'UE s'apprêtait à infliger à la France pour avoir mis trop de temps à privatiser ses barrages hydroélectriques, n'étaient que des piqûres de rappel face à une attitude absurde. Car après tout, pourquoi voudrait-on ne pas suivre les orientations européennes dans la mesure où celles-ci sont prises dans l'intérêt de tous ? Il y a des pays aussi où les majorités elles changent à certains moments. Une directive, par exemple, qui est passée à un moment, il y a une majorité qui change. Le nouveau président, par exemple, s'est fait élire sur un programme qui va à l'encontre de ça. Du coup, ça se passe comment ? Est-ce que il est quand même un petit peu contraint de suivre la directive malgré ce sur quoi il s'est fait élire. Donc, il est forcément,
il est lié par la parole donnée de son pays, qui a signé, qui a adopté quelque chose. Alors effectivement, c'était un gouvernement précédent, mais et ça c'est le cas partout dans toutes les relations internationales. Quand il y a un pays, un gouvernement qui donne son accord sur un truc, normalement cet accord survit au gouvernement suivant. Au niveau européen, c'est toujours la même chose. C'est une position à prendre en compte en fonction de l'ensemble de ce qui se fait au niveau européen. Donc le nouveau gouvernement d'un pays qui est contre telle directive qu'il doit mettre en œuvre parce qu'elle a été adoptée il y a 15 ans, soit il peut traîner des pieds, mais s'il dit de manière très frontale à tous ses camarades « non, ça je le ferai pas », il casse un peu la dynamique européenne, il casse le principe de fonctionnement qui est qu'on décide ensemble des choses et on les met en œuvre. Et ça, c'est pas une attitude qui fonctionne très bien. Après, il y a toujours un espace de compromis, et l'Union européenne, ça n'est fait que de compromis. Donc avec le gouvernement italien récemment, qui effectivement est venu au pouvoir avec un budget qui était dont l'application aurait contrevenu aux règles européennes qui existent depuis très longtemps sur le budget. On a beaucoup discuté avec les Italiens. On a dit c'est quoi qui est vraiment important pour vous, quelle est la marge de manœuvre qu'on peut avoir dans l'application des règles budgétaires, et on a trouvé un accord. Et tout le monde a intérêt à l'accord. Parfois, on peut avoir un intérêt au clash politiquement en termes de politique interne, en disant non, je m'oppose à la Commission. Mais globalement, sur le long terme, tous les pays européens ont intérêt à bien s'entendre avec les autres pays européens et à mettre en œuvre des politiques communes. Et tous en sont assez conscients. C'est à ce moment-là qu'on a compris ce que ces gens entendaient par combattre les idées reçues sur l'UE. On ne parlait pas de choses factuelles, puisque dans les faits, les explications fournies validaient les critiques du fonctionnement européen. Mais on nous expliquait que ce fonctionnement était acceptable dans la mesure où il se faisait pour notre bien. Le problème, c'est qu'avec ce genre de raisonnement où la fin justifie les moyens, on peut justifier n'importe quoi. Et dans le cas présent, ce que l'Union européenne impose à chaque pays, ce n'est pas juste un cadre administratif, mais bien une politique particulière basée sur une idéologie. Oui, il y a une idéologie derrière. C'est que l'Union européenne, c'est une économie sociale de marché. Et dans l'économie sociale de marché, il y a économie de marché. Oui, il y a les pays européens ont signé un contrat en disant que ils étaient des économies sociales de marché qui respectaient la libre installation, la libre concurrence et qui considéraient qu'avoir une économie capitaliste était plus efficace et que c'était ça qu'il fallait avoir. On n'a pas à se cacher, c'est écrit noir sur blanc dans les traités européens, je crois que c'est dans la Constitution française aussi. Oui, en Europe, on considère que le capitalisme, globalement, ça marche, et que la concurrence, globalement, c'est bien, que ça crée de la richesse et qu'après, public de répartir la richesse. En France, on ne voit pas les mérites de la concurrence. On considère que la concurrence, on n'imagine pas que la concurrence crée de la valeur. C'est un truc que j'ai l'impression dans notre imaginaire collectif, on n'arrive pas à visualiser. Alors que, empiriquement, la concurrence, ça fonctionne. Ça fait baisser les prix, ça augmente la qualité, ça fait faire plein de choses. Et l'Union européenne et l'économie sociale de marché, c'est beaucoup fondé sur la concurrence. Ce qui est marrant qu'en France, les gens ne voient pas alors qu'il est au quotidien dans leur vie, c'est la délégation de service public. C'est-à-dire, c'est de dire à un acteur, quel qu'il soit, il y a un service public. Moi, je le définis, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tant de bus qui circulent à telle heure, avec telle contrainte écologique, de telle manière, et je vais demander à des acteurs comment ils peuvent faire pour répondre à cet appel d'offres. Et ça crée une efficacité économique, puisque certaines personnes vont savoir le faire un peu moins cher que les autres pour X ou Y raison, parce que la concurrence, ça amène une certaine efficacité. Je finis juste le truc. Et donc ce modèle-là est un modèle qui fonctionne assez bien en Europe, et qui effectivement, d'un point de vue idéologique, si vous voulez, est un truc qui est un peu poussé au niveau de l'Union européenne. Et l'idée des concessions hydroélectriques, c'est un peu ça. Les autres pays européens, eux, ils trouvent que ça marche, ils arrivent à le faire marcher, et donc ils ont envie que ce soit comme ça parce qu'ils pensent que ça crée beaucoup d'efficacité, et il y a certains faits qui justifient l'efficacité que ça crée, et donc ils disent, c'est un système qui fonctionne, poussons-le. Et aussi l'ouverture à la concurrence, c'est l'une des manières qui permet de réaliser un marché européen. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'ouverture à la concurrence, vous n'avez pas de marché européen. C'est-à-dire que vous êtes publiquement, chaque opérateur public fait son activité nationalement dans son pays, et donc vous ne créez pas une dimension européenne au marché de l'énergie, au marché des avions,
C'est grave? C'est grave, oui et non. Alors c'est... Dans l'absolu, c'est pas grave. En revanche, dans l'idée de créer une Union européenne qui va au-delà de l'économique, ouais, c'est un peu gênant. Enfin, c'est pas... D'un point de vue intellectuel et de ce qu'on veut avancer au niveau d'un marché unique où chacun peut avoir les mêmes droits et les mêmes manières d'opérer, c'est un peu gênant. On ne peut pas garder ça sur trop de sujets. Et surtout, c'est créateur d'inefficacité. Ce qu'on appelle la libéralisation de manière générale, pour cette idée d'introduire de la concurrence dans les services, ce que nous on appelle les services économiques d'intérêt général. On a une fiche là-dessus, d'ailleurs, sur ce sujet. C'est quelque chose où on est allé beaucoup plus lentement sur le secteur de l'énergie que sur d'autres secteurs, par exemple. Sur d'autres secteurs, on est allé beaucoup plus vite parce que il y avait peut-être moins d'intérêt politique, il y avait peut-être moins d'intérêt, c'était plus facile à faire et il y avait moins de raisons de garder le contrôle public sur la production d'électricité ou des choses comme ça. Donc on reconnaît aussi, au niveau européen, que les marchés sont différents, qu'il y a des sensibilités différentes. En revanche, on reconnaît pour l'instant au niveau européen que la concurrence dans le domaine de l'électricité et de la production d'électricité, ça a plutôt apporté des gains d'efficacité, une électricité moins chère, une meilleure gestion des réseaux, une meilleure gestion de l'approvisionnement, des choses comme ça. Moins cher. En tout cas, c'est des évaluations d'impact qu'on a, on peut vous les donner, mais je pense qu'on dévie vraiment sur un sujet pur, mais on peut en discuter après. Du coup, par exemple, pour le cas particulier de l'énergie, du coup, puisqu'on parlait de ça, l'ouverture du marché européen à la libéralisation de l'énergie, du coup, face à les prix ont baissé dans les différents pays d'Europe depuis ou pas? Oui, les prix ont baissé en France, par exemple, à la production. Normalement, les prix ont baissé aussi en France. J'ai pas le pour les gens, en fait, pour les foyers, je parle. Bon, c'est assez amusant qu'ils aient choisi l'exemple précisément du marché de l'énergie pour illustrer les aspects globalement positifs de l'ouverture à la concurrence. Parce que si on regarde les faits, c'est pas loin de constituer un contre-exemple absolu. En France, l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie s'est faite en 2007. Et entre 2008 et 2018, le coût moyen de l'électricité a augmenté de 44%. Le prix du gaz, lui, a connu une évolution similaire, principalement concentrée sur les foyers consommant moins de 6000 kWh par an. Ce qui veut dire que l'idée selon laquelle la mise en concurrence entraîne forcément une baisse des prix, dans le cas présent, ne fonctionne absolument pas. Au contraire, au nom de la libre concurrence, l'État français s'est régulièrement fait taper sur les doigts lorsqu'il a tenté de limiter les hausses de tarifs pour maintenir le pouvoir d'achat. La multiplication des fournisseurs a complexifié les démarches pour les consommateurs, et notamment les plus âgés, et les ont rendus plus vulnérables aux risques d'arnaque et de démarchage frauduleux. On a tous un exemple en tête. Et dans le même temps, une part des recettes liées à la vente d'énergie, qui assurait à l'État une rentrée d'argent, ont été détournés vers des intérêts privés, tandis que les investissements extrêmement lourds liés à la production, à l'entretien des installations ou à la transition énergétique continuaient, eux, d'être assurés par nous. Sans même prendre en compte d'autres aspects essentiels comme la question de la vision stratégique liée au modèle énergétique, à laquelle un marché concurrentiel est totalement incapable de répondre, il est donc factuellement faux de dire que l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence a été profitable à tous. Les consommateurs, nous, ont été perdants sur toute la ligne. Cela ne signifie bien sûr pas que la concurrence est toujours mauvaise par principe, simplement que la réalité est toujours plus complexe que la simple théorie économique. Quand on impose un modèle sous prétexte qu'il fonctionne sur le papier, quand on cède à l'idéologie et qu'on ne voit les choses que à travers elle, c'est jamais une bonne chose. Et on touche là au problème fondamental du projet européen. Changer économie sociale de marché dans les traités européens, non, ça personne ne sera d'accord. Je veux dire, si la France veut proposer ça, on ira au coin tout seul quelque part, et tout le monde la regardera en disant vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez faire. Nous y étions. De la bouche même de ce consciencieux fonctionnaire européen, l'idéologie économique sur laquelle l'Union européenne s'était construite constituait l'horizon indépassable de cette union. Le mensonge auquel nous venions d'assister concernant les prix de l'énergie prenait ici tout son sens. Dès lors que l'Union européenne était bâtie sur la vérité absolue de la concurrence vertueuse et en constituait la garante, la possibilité même que cette concurrence puisse s'avérer néfaste pour des millions de gens n'était pas envisageable. Nous étions ici pour entendre la vérité de la Commission et nous assistions en direct à un exercice de double pensée, cet exercice d'autoconviction, d'aveuglement volontaire que s'imposent les fonctionnaires du ministère de la Vérité dans le roman de George Orwell 1984, quand l'idéologie entre en contradiction avec le réel. Cela aurait pu être amusant, c'était glaçant.
Car si des personnes prétendant décoder l'Europe en se basant sur des faits étaient prêtes à mentir, et surtout à se mentir à elles-mêmes pour défendre l'institution et son dogme, si ces personnes étaient capables de justifier les pressions politiques et les sanctions économiques sur des gouvernements cherchant à respecter leur engagement démocratique, au nom d'une conception falsifiée de l'intérêt général, de quoi étaient-elles capables envers ceux qui remettaient en cause leur vision du monde? C'est ce que nous allions découvrir quelques heures plus tard. Les deux collègues Susana Ucero Pereira et Monsieur Simone Levati, qui sont les collègues de la Service européen d'action extérieure, voilà, et qui vous parleront sur la lutte de la désinformation. D'abord, je vous avance qu'on n'est pas vraiment les experts en désinformation auprès de CEE. Ouais. On est deux personnes de l'équipe des réseaux sociaux. Pour être honnête, nous, on travaille pour les services diplomatiques européens, les services européens d'action extérieure. Alors, c'est ce qu'on fait, c'est identifier des modèles de désinformation des acteurs externes. Il faut informer les États membres que ça arrive de l'extérieur et que chez eux, il y a un impact, c'est à eux à prendre la main à ce moment-là et de prendre des actions ou d'avoir des réactions dans son niveau, à niveau national. Quand on est arrivé à Bruxelles, on savait qu'on allait assister à un séminaire sur la lutte contre la désinformation. Et forcément, en tant que média traitant d'actualité, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Ces dernières décennies, avec l'arrivée d'Internet puis des réseaux sociaux, la manière dont l'information est diffusée a beaucoup changé. En quelques années, on est passé d'un modèle vertical où toute l'information venait de quelques médias, télé, radio, presse, à un modèle beaucoup plus horizontal où il est très facile pour n'importe quel citoyen d'être source d'informations et où les informations peuvent circuler extrêmement rapidement. Un changement profond qui a eu énormément de conséquences, positives comme négatives, et dont d'ailleurs le caractère positif ou négatif dépend du point de vue duquel on se place. Pour nous, et pour beaucoup de citoyens d'ailleurs, l'intérêt de ce nouveau modèle d'information, c'est de plus dépendre uniquement de quelques sources, et donc d'avoir une info beaucoup plus libre, de pouvoir croiser ces sources, et de pouvoir passer au-dessus des tentatives de manipulation de l'information, que ce soit par des institutions ou par des groupes d'intérêt privés. Et d'un autre côté, le risque, notamment avec l'instantanéité et la multiplication des sources, c'est de se retrouver noyé sous une info continue sans avoir toujours la possibilité de réfléchir aux implications de l'info qu'on reçoit, ni même de prendre le recul suffisant pour vérifier la véracité de ce qu'on voit passer. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec le fil d'actu, on a toujours voulu privilégier l'analyse et la recherche de sens à la recherche du buzz et de l'immédiateté. On sait bien qu'aucun modèle d'information n'est parfait et que celui qui s'est développé ces dernières années peut donner lieu à tout un tas de dérives. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle désormais les fake news, ces informations fausses amplifiées par les réseaux sociaux. Et quand on a lu « Lutte contre la désinformation » sur le programme de la Commission, on pensait sincèrement que ce serait cette question, avec tous ses tenants et ses aboutissants, qui serait traitée dans ce séminaire. Mais en fait, non. Il y a une confusion, même chez nous, au début, quelle est exactement désinformation? Est-ce qu'on parle de fake news? Quelle est la différence? Il y a une différence. Et ça, c'est la première chose qu'on essaie de clarifier. Il faut dire que l'Union européenne joue ici vraiment un rôle facilitateur, on dit ça en français. La première chose, c'est de faire la différence entre désinformation et fake news. Fake news, c'est carrément d'information incorrecte, avec une intentionnalité, bien sûr, mais c'est carrément d'information incorrecte. La désinformation, c'est pas exactement d'information incorrecte. Comment on définit la désinformation? C'est que on sort certaines informations probablement correctes, on le sort d'un contexte et on le réutilise d'une façon régulière et structurée pour amener un message subliminal qui rentre dans l'opinion publique. La définition de la désinformation, c'est ça, il y a une intentionnalité très claire derrière, il y a une coordination aussi. Il y a un modèle très clair qu'on essaie d'identifier. C'est exactement ça. La lutte de l'Union européenne, c'est plutôt la possibilité d'identifier des modèles de désinformation. Il y a une intentionnalité politique aussi et une intentionnalité déstabilisateur, de déstabiliser l'opinion publique. Ce qui appartient à la désinformation, c'est aussi des vraies, véritables informations qui sont vraies en fait.
Donc ça c'est très important. Le fake news fait partie de la désinformation, de ce qui peut traîner en cause plusieurs problèmes pour un État ou pour l'opinion publique. Là, la définition donnée à la désinformation pose question. La désinformation, c'est un concept, donc on peut en donner des définitions différentes. Mais définir la désinformation avant tout par l'intention supposée de celui qui en est la source, c'est assez problématique. Déjà parce que ça laisse à ceux qui identifient l'intention supposée le pouvoir de déterminer ce qui est de la désinformation ou pas. Et surtout parce que tous les auteurs qui utilisent le concept de désinformation s'accordent sur le fait que pour qu'il y ait désinformation, il faut qu'il y ait falsification, au moins par exagération, des faits. Le fait de sortir une information de son contexte et de la diffuser largement pour orienter les conclusions du récepteur, c'est quelque chose qui est discutable, mais ça suffit pas à qualifier ça de désinformation. Là, pour la Commission européenne, une information devient de la désinformation à partir du moment où la Commission identifie qu'elle sert un propos politique qui ne lui convient pas, et donc qu'elle peut en déduire que la personne qui l'a émise avait une intentionnalité. C'est extrêmement dangereux, parce que dès lors, toute information contredisant la vision du monde de la Commission, même si elle est vraie, peut être considérée comme de la désinformation, et en tant que telle, être disqualifiée devant l'opinion publique sans nécessité d'argumenter. Une des intentionnalités des acteurs externes, c'est que, comme on a dit, c'est la déstabilisation de l'Union européenne. La croissance de l'extrémisme, c'est un des choses que cet acteur extérieur sont en intérêt. Carrément. Parce que ça limite la possibilité de travailler comme un acteur supranational, comme c'est l'Union européenne. Si finalement l'extrémisme arrive dans chaque État membre, c'est fini avec l'Union européenne. Alors, un des objectifs, c'est exactement ça, c'est l'extrémisme. Enfin, c'est très clair. Et pour ça, il faut, encore une fois, c'est polariser la société. C'est dire à les Européens, la migration, ça va finir avec l'Europe. Hein. Alors, chaque extrémiste, chaque parti politique ou extrémiste dans chaque pays reçoit une plateforme pour parler à l'opinion publique. Je vous ai dit, hein, ça c'est dangereux. C'est mieux qu'on ferme les frontières, qu'on est toute seule, qu'on gère chez nous, parce que l'Union européenne, c'est ce qu'il fait, c'est ouvrir, c'est laisser tout le monde rentrer. Ça, c'est la narrative qui est derrière. Maintenant, encore une fois, on ne va pas sauver le monde. On ne va pas sauver le monde avec cette plan d'action, ni comme Union européenne. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est exactement d'identifier ce type de narratif. Là, encore une fois, on est très très proche de 1984. L'information devient la désinformation si elle est de nature à déstabiliser l'Union européenne. D'une certaine manière, c'est assez cohérent avec le fanatisme idéologique auquel on avait été confronté le matin même, dans la mesure où la vérité absolue de l'Union européenne, c'est qu'elle agit pour le bien. Toute information, même vraie, qui donnerait une image négative de l'UE, ne pourrait être qu'une information manipulée. Et comme bien sûr aucune personne censée résidant au sein de l'UE ne pourrait lui vouloir du mal à l'UE, puisque vouloir du mal à l'UE c'est vouloir du mal à soi-même, cette manipulation ne peut venir que d'un ennemi extérieur qui chercherait à nous détruire. Et là, le coupable devient évident, et pour le combattre, tous les moyens sont bons. La première chose qu'on a fait, c'était la désinformation de la Russie auprès de l'Union européenne, auprès de la banque. Et à ce moment-là, le CIA a déjà créé une task force East, avec une très petite équipe de 3 personnes, où on avait très clairement identifié certaines sources de désinformation carrément menées par la Russie comme État. Et ça, après quelques années, on a pu identifier qu'en fait ça se réduit pas à les Russes. Les acteurs externes, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est à ce moment-là que la haute représentante, Mme Mogherini, à demande du Parlement européen, a présenté un plan d'action que le Conseil a adopté. Parce qu'on identifie que ça c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, que c'est beaucoup plus que le russe, que c'est beaucoup plus amené dans la société de l'Union européenne, dans les citoyens européens, et que ça pourrait avoir une influence énorme dans des processus démocratiques comme les élections européennes, et déstabiliser carrément l'Union européenne. Et du coup, vous avez des hackers ou des informaticiens qui surveillent en fait on un travail de veille. Ouais.
on a, comme je dis, c'est vraiment, on ne peut pas, et encore une fois, on dit, l'Union européenne, ils croient qu'ils vont faire face à la propagande russe. Impossible. Les Russes sont des champions. Ils sont vraiment des armées de désinformateurs, parce qu'ils ont fait ça depuis l'histoire. C'est pas exactement ça, c'est pas de l'anti-propagande. C'est très petit, on a des équipes, l'équipe de l'Est, ils sont maintenant auprès de 6-7 personnes. Le Sud, c'est aussi une équipe de 5 personnes. Le Western Balkans, c'est aussi une équipe de 5 personnes. C'est des équipes très petites, mais qui parlent les langues de la région. On a l'équipe de l'Est, c'est tous des gens qui, ou bien c'est des russophones, ou sont des gens qui parlent au niveau russophone, les Russes. C'est un petit exercice qui nous permet de quand même sentir qu'il y a quelque chose qui est là. Les pas suivants, et ça c'est la deuxième partie voilà, la surveillance médiatique. C'est ça un peu ce on essaie de couvrir les langues. On a des gens russophones, arabophones, tous les langues de Balkans sont couverts par l'équipe. Ouais. Et en plus, on a un système pour analyser des données. C'est plutôt un système, ça s'appelle RAS, Rapid Alert System. Ça a été créé spécifiquement pour connecter les institutions européennes, les pays, les États membres, les services Foreign Office des États membres, le service diplomatique. Attention, on ne parle pas ici des côtés intelligence. Hein. Il faut pas, les services d'intelligence de chaque pays, ils font aussi sa propre identification de désinformation, mais ils utilisent des outils carrément pour l'intelligence, c'est-à-dire pas toujours open source. C'est ce qu'on fait, c'est open source. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a en ligne et c'est public. Il faut pas, on rentre pas dans les côtés, on n'est pas ici 007. So, c'est ce qu'on fait avec le Rapid Alert System, c'est on identifie quelque part un message systématique. Du coup, c'est un logiciel en fait qui fait... C'est un logiciel informatique qui fait une analyse des données Big Data et on informe les pays membres. Ou vice-versa. Ou vice-versa. C'est un système qui est fourni, exactement. Alerter et du coup, il alerte aussi les autres pays. Ouais. Et vous avez aussi du personnel qui infiltre aussi certains groupes aussi qui sont sensibles, entre guillemets, qui seraient des sources pour... les surveiller aussi pour voir s'ils vont sortir une Voilà, une on va avoir une information. petite équipe, on va voir dans cette équipe, on est en train de recruter, c'est pour ça qu'on vous dit, on n'est pas du tout les experts, du tout, on est social media, alors on sait plus ou moins à quoi il s'agit, la désinformation, mais on n'est pas des experts. On est en train maintenant de recruter ce plan d'action a été adopté par les conseils en février. Et on a commencé par créer des équipes régionaux et par créer ce système de Rapid Alert System connecté avec les États membres. On a maintenant créé une équipe de 28 points de contact nationaux dans chaque État membre qui ont été choisis pour être la personne de contact pour le Rapid Alert System dans chaque pays membre. Dans notre équipe, on aura une équipe, je crois qu'ils vont être une équipe de 12 personnes, entre quelques informaticiens. Mais honnêtement, ça c'est une très petite équipe si on compare avec vraiment les systèmes de propagande de certains acteurs internationaux. La Russie a carrément des milliers de personnes. Des employés comme dans un ministère, vous comprenez, qui travaillent pour la désinformation. Comme je dis, on avait commencé, ça fait maintenant 4 ans, qu'on a les 4 ans, les Task Force East. Je crois que c'est depuis le mandat, juste avant le mandat de Madame Mogherini. Et depuis 2 ans maintenant, on a renforcé l'équipe qui s'occupe de la région de l'Est de l'Europe et finalement de la désinformation qui vient de la Russie. On a un Task Force South qui couvre
les Moyen-Orient, voilà, et le nord de l'Afrique, parce que là c'est aussi une source très forte de désinformation, le monde arabe. Et aussi, super important pour l'Union européenne, aussi, on a une task force Western Balkans, les Balkans Ouest, parce que là, il y a aussi une intentionnalité très claire pour perturber les processus de candidature et de rentrer l'Union européenne par les pays des Balkans. C'est 6 pays. C'est l'Albanie, c'est l'ancienne Yougoslavie, la Serbie, la Macédonie du Nord maintenant, l'Albanie, Kosovo, Monténégro, Bosnie-Herzégovine. Bosnie-Herzégovine. Merci. Ça, c'est une priorité politique pour l'Union européenne, en particulier pour les services extérieurs. C'est des pays qui vont rentrer, qui sont en très solide candidature auprès de l'Union européenne. Il y a un intérêt de l'Union de la réintégrer. Et là, il y a un intérêt très fort aussi par des acteurs, surtout la Russie aussi, pour perturber ce processus. Ainsi, les choses étaient évidentes. Bien aidé par des citoyens naïfs et influençables, prompts à relayer sa désinformation, le Kremlin était derrière chaque crise politique que connaissait l'Union européenne, avec l'intention évidente de nuire à nos valeurs et à notre économie. Un des exemples de clairs, ça a été par exemple le cas de l'indépendance catalane. Évidemment, les sujets de l'indépendance catalane étaient déjà, pendant des années, pendant des mois, en Espagne et la Catalogne. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand le référendum a été fixé, il y avait un intérêt externe de différents acteurs de l'externe de déstabiliser l'Espagne et d'ailleurs l'Union européenne pour fournir ce débat d'une façon déproportionnée, hors contexte. C'est genre la Russie, pour le coup? Oui, il y a... oui, on a identifié... Mais c'est un truc de fou, on dirait que vous parlez... l'élection française, hein. Faut pas aller, on dirait que vous parlez d'une guerre, quoi. Il y a une petite analyse de comment les Russes sont influencés la dernière élection présidentielle. En fait, ce qui est assez dingue ici, c'est le caractère systématique de l'explication. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de tomber dans la naïveté, la Russie, comme la plupart des pays, défend ses intérêts et son influence dans le monde en utilisant des moyens pas toujours très propres, ça c'est assez évident. Mais là, dès qu'un pays est en proie à une contestation ou à des troubles politiques, que ça concerne directement l'Union européenne comme dans le cas du Brexit, ou que ce soit lié à des problématiques internes au pays, comme c'est le cas de la Catalogne, c'est quelque chose qui serait exacerbé par Moscou pour déstabiliser l'Union européenne. Ce qui est assez pratique avec cette explication, c'est qu'elle permet de délégitimer tout mouvement de contestation et de justifier n'importe quelle réaction de la part des États. Mais ça permet aussi plein d'autres choses extrêmement problématiques. Alors on va pas faire ici justement de désinformation, du moins au sens où on l'entend nous. Les gens qu'on a rencontrés n'ont pas pour mission, du moins d'après ce qu'ils nous ont dit, de faire de la contre-propagande active. En revanche, leur service réalise un travail d'identification et de collecte de données sur toutes les sources institutionnelles ou personnelles de ce qu'ils appellent la désinformation. Par exemple, toi, lorsque tu relais un article de RT France ou de Sputnik sur Facebook. Ces données sont ensuite transmises aux États et aux plateformes qui sont incités à prendre des mesures. Mobiliser le secteur privé, super important. On donne de l'information sur un accord qu'on a avec Facebook, Twitter et Google pour contribuer à cette lutte contre la désinformation. Bien évidemment, ils ont été fort questionnés après les élections américaines, après le Brexit, etc., etc. Ils se sont aussi vissés, même s'ils ne sont pas prêts à contribuer au niveau qu'on aimerait bien, parce qu'ils se protègent comme société aussi, ils protègent son modèle de business, mais de l'autre côté, ils sont très concernés que ça peut les impacter aussi, ils sont aussi victimes de tout ça. Alors ils ont firmé un code de bonnes pratiques avec nous, avec les institutions européennes, pour rapporter. Et ça, c'est dans le contexte des élections européennes, mais pas seulement, ça va aller ailleurs, pour contribuer avec les institutions européennes dans ce sens-là.
d'abord informer ses utilisateurs de se protéger, comment se protège contre la désinformation, identifier des comptes qui carrément ils ont une intentionnalité, pas seulement des comptes faux, il y a aussi des comptes pas faux qui ils sont partis de ce système de désinformation. Ils sont allés en accord pour donner un rapport mensuel à les institutions européennes de les actions qu'ils mènent chaque mois dans ce sens-là. Alors ça c'est quelque chose de super important. Sans les plateformes en accord avec nous, honnêtement, ça sera très difficile. Ce que nous décrivent ici Susana Usero Herrera et Simone Levati, c'est tout simplement un système de surveillance de masse des opposants politiques impliquant des multinationales, des États et des instances supranationales, le tout camouflé en lutte contre la désinformation. Encore une fois, la finalité permet de justifier absolument n'importe quoi. D'ailleurs, nos braves fonctionnaires avoueront sans aucune honte que s'il est reproché au Kremlin d'utiliser les études d'algorithmes et le micro-targeting pour influencer les populations, les outils qui le lui permettent ont été mis à disposition par ces mêmes plateformes aujourd'hui à la pointe de la lutte contre la désinformation et qu'ils ont d'abord été utilisés par des hommes politiques comme Barack Obama ou Emmanuel Macron. Sans que cela ne pose alors de problème, puisqu'il s'agissait à ce moment-là, certes de désinformation, mais d'une désinformation positive, et donc acceptable. Pour vous donner aussi un exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais par exemple la campagne de Macron en 2017, on peut être pour ou contre évidemment, mais comme il a réussi aussi à gagner contre, vous savez, votre adversaire, le tout c'est qu'en fait souvent son team de com, de communication, a énormément utilisé les tools d'analyse des réseaux sociaux en fait. Par exemple, SSU, et l'a même dit, qu'ils allaient par exemple voir la population seulement dans certains endroits. Des endroits où par exemple ça valait la peine d'y aller, vous comprenez, parce qu'il y avait un certain électorat qui était intéressant. Autrement, ils ne se rendaient pas, par exemple. Donc, c'est évidemment de manière légale et beaucoup plus transparente d'une certaine manière, mais effectivement, ça donne un exemple. Là tant qu'on est, en démocratie et qu'il n'y a pas de restrictions à la liberté d'expression ou autre, c'est pas tant un problème que ça, tant que c'est juste pour savoir. Mais imaginez, dans 5-10 ans, il y a des gouvernements totalitaires qui arrivent au pouvoir. Et ces outils-là vont tomber entre les pires mains qui soient. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas dangereux en fait de... Et je voulais dire une chose par exemple. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose par exemple des élections américaines. Alors vous savez, moi non plus je le savais, mais c'est très intéressant, je le dis souvent, qui était la personne la plus reçue chez Obama en fait, dans son gouvernement en fait. C'était pas un chef d'État, c'était pas un ministre, c'était le CIO de Google. Vous comprenez très bien. Donc on est passé d'une première phase, disons ça, de désinformation, mais positive, où disons qu'on a commencé à manipuler l'information, mais pour des finalités un peu positives, parce d'une certaine manière pour avoir Obama, disons ça, à une deuxième phase de manipulation de l'information pour arriver à ce qu'on a eu, Trump. L'idée même qu'un fonctionnaire officiellement chargé de lutter contre la désinformation fasse la distinction entre la désinformation positive et la désinformation négative, déjà ça en dit long sur son état d'esprit. Là on est dans le sketch des inconnus sur la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Il tire mais... Bah c'est pour la même chose quoi. Bon. Le problème c'est pas la manipulation de l'information, c'est le fait que cette manipulation puisse se retourner contre son mode de pensée, que l'information fausse ou réelle puisse servir de socle à la remise en cause du modèle économique ou politique prôné par l'UE. Mais le plus effrayant à y repenser, c'est peut-être que Simone Levati n'ait absolument pas vu le problème de dire ça à des gens comme nous, alors que justement notre démarche c'est l'inverse, d'écrire et comprendre la réalité sans l'enfermer dans une idéologie. Ça peut signifier qu'une chose, qu'envisager les choses autrement que sous son prisme est impossible pour lui. Une fois de plus, c'est du fanatisme et rien de plus. Et ce fanatisme, on allait bientôt nous suggérer d'en devenir les complices. Je crois qu'un des rôles qu'on a, et nous on est communicateurs, nous on est réseaux sociaux d'une des institutions européennes. Vous savez aussi, vous êtes la face de certains moyens de communication en plus forts, plutôt que le journal écrit pour l'instant. On joue tous un rôle pour, sans faire de l'anti-propagande, parce que ça se voit, les gens le prennent comme fake, mais essayer de faire un narratif positif, de dire ok, oui c'est vrai, peut-être on ne fait pas tout bien auprès de la migration, c'est un gros problème, mais
on fait quelque chose, on essaye, on met des ressources. Il faut avoir l'équipe de l'Est qui a commencé à faire de la désinformation chez nous. Ils ont un compte que c'est un Mythbusters. C'est ce qu'ils font, c'est de faire un narratif positif de quelque chose de négatif que les acteurs de désinformation sortent. D'une façon moderne, d'une façon parfois ludique même, pour pas rentrer dans cet négativisme, si tu veux. Je crois qu'on a tous une responsabilité ici. Et c'est pas une question d'avoir peur, de dire oh, on devient ça, ils sont tous en là. Il faut défendre aussi, je trouve très important, et c'est pour ça qu'on fait le point ici aujourd'hui. C'est pas une question de viser les médias, du tout. Il faut rester positif, mais nous, on joue tous un rôle dans faire un narratif plus véritable et surtout conscientiser la société. Il faut s'informer mieux. Il ne faut pas prendre ce qui sort en ligne comme si c'est la vérité. Non, j'ai reçu ça en Facebook, oh waouh, c'est quoi ça? Alors je vais chercher dans les journaux, différents journaux dans mon pays, voir ce qu'ils disent à propos de ça. Il faut apprendre, surtout les jeunes, à être très conscientes qu'on ne peut pas être victime de la désinformation. Mais il y a aussi ce que vous disiez sur le narratif, le récit qui est porté, lui opposer aussi un récit qui serait sur les bases qui sont celles de l'Union européenne et pas sur celles de la Russie, quoi. Quelque chose qui est un imaginaire en fait. C'est ce que vous essayez. L'intention c'est de créer ce narratif autour de tout. Négatif, qui donne une image négative de l'Union européenne, qui débilite, qui polarise, qui met les Européens contre le mur, de dire oh mon Dieu, est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on doit, que cette histoire de l'Union européenne, donner un narratif positif comme réaction, soi-disant. Sans faire de la propagande, en être honnête, on sait ce qu'on fait, c'est peut-être pas assez, c'est pas parfait. Mais dire c'est ce qu'on fait. Dire c'est ce qu'on fait. Très souvent, on est critiqué parce que notre communication est inexistante. Et c'est vrai. Pourquoi? C'est vrai parce qu'on reste dans ce niveau politique, fort politique, haut politique. En fait, il y a un fort effort pour amener les messages auprès des citoyens. Encore une fois, qu'on communique comme institution, c'est aussi reconnu comme message politique aussi auprès des publics. Quand on fait un petit vidéo réseaux sociaux et on met les petits drapeaux européens, oui, encore, on fait ici. C'est aussi à vous, comme informateur, de passer ce message-là. Ça va arriver beaucoup mieux si vous faites ce message-là que si on le fait. On en revenait à la raison pour laquelle on était là. Pourquoi la Commission européenne nous avait conviés dans ses bureaux? Pourquoi elle nous avait invités à passer la nuit dans un hôtel 4 étoiles ou à dîner dans un luxueux restaurant traditionnel grec, sans même saisir l'ironie consistant à nous faire goûter la gastronomie d'un pays ravagé par sa politique économique? La confiance des citoyens envers la Commission était brisée, sa communication perçue comme une simple propagande institutionnelle. En tant qu'influenceur, notre rôle était de prendre le relais, en diffusant ce que Susana Herrera appelait le narratif. Le récit positif d'une Union européenne certes imparfaite, mais agissant de son mieux, et surtout cherchant constamment à s'améliorer dans le but d'apporter la prospérité et le bonheur à ses citoyens. Une vérité absolue, incontestable et indépassable, à un détail près cependant. Car si le bilan de l'Union européenne était si globalement positif qu'on nous le disait, comment expliquer que la propagande des méchants Russes arrive à produire des effets? Si les choses allaient bien, si l'Europe protégeait les citoyens, la liberté et la démocratie, pourquoi sa contestation prenait-elle aujourd'hui autant d'ampleur au point que des pays entiers décident d'en sortir? Les gens étaient-ils manipulables à ce point? Ou y avait-il une faille dans le système que quelques fonctionnaires évoluant dans un environnement protégé et bercé d'un récit auto-justificateur étaient incapables de voir? Une petite faille de rien du tout, qu'eux-mêmes avaient choisi de nommer désinformation, et que les gens ordinaires nomment communément le rappel à la réalité. Ce
que nous avons vus jusqu'ici, ce sont principalement des fonctionnaires zélés, convaincus d'agir pour le bien de tout le monde. Une conviction qui va tellement loin qu'elle justifie à leurs yeux des actes qu'en temps normal, ils jugeraient inacceptables, comme le fait de manipuler l'information ou d'exercer des pressions sur des gouvernements pour qu'ils trahissent leurs engagements démocratiques. Leur croyance absolue au dogme de la concurrence les aveugle, exactement comme les fonctionnaires soviétiques étaient aveuglés par leur croyance absolue au dogme du collectivisme. Plus que les fondements théoriques d'une idéologie particulière, c'est l'aveuglement que peut générer, que peut créer n'importe quelle idéologie qui contient les germes du totalitarisme. Nul doute que les artisans des procès de Moscou pensaient agir pour le bien, comme pensent agir pour le bien ceux qui ont plongé la Grèce dans la crise économique, qui ont bafoué le refus français exprimé par référendum en 2005 d'un projet de constitution européenne, ou qui imposent aujourd'hui des amendes aux États supposés souverains refusant d'appliquer leurs directives. Le problème là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, cette imposture, elle commence à se voir de plus en plus. Pas parce que les citoyens européens seraient d'éternels insatisfaits ou de grands naïfs manipulés par Dark Poutine. Ce qui devient évident, c'est le fossé de plus en plus large entre les belles paroles et la réalité. Si l'idéologie au cœur du projet européen est aujourd'hui remise en question, c'est parce qu'elle ne remplit plus ses promesses, que la confiance que les citoyens étaient prêts à lui accorder a été brisée. Mais comment des personnes ayant été bercées d'illusions pendant des années et évoluant dans un petit quartier bruxellois où tout le monde travaille dans sa bulle, à la réalisation d'un même idéal théorique, pourraient-ils s'en rendre compte? Bien sûr, ils ne sont pas aveugles au point de ne pas voir qu'aujourd'hui le projet européen est bel et bien remis en cause. Mais comme il leur est impossible de comprendre pourquoi, ils ne peuvent rien faire d'autre que répéter en boucle leur récit positif, leur grand mythe fondateur, en espérant convaincre de l'idéal européen, sans saisir que le pire ennemi de ce récit n'est autre que l'Union européenne elle-même, ni même que le rabâchage constant de ce récit ne fait que rendre chaque jour un peu plus évident son caractère factice et déconnecté, renforçant par là même le fossé entre eux et nous. Alors d'abord, pourquoi on fait l'Union européenne? Pour la paix. Ouais, mais on a une craque là. Mais... Donc, on sortait des 2 guerres mondiales et on s'est dit ce serait bien de ne pas refaire tout de suite une guerre mondiale et de ne pas se tuer entre Européens. Comment on fait ça? Idée notamment de Robert Schuman, mais beaucoup d'autres, hein, donc c'était pas que lui, de proposer une intégration économique, pas dans le but de faire juste une intégration économique, mais dans le but de rendre une guerre entre la France et l'Allemagne non seulement impensable, mais matériellement impossible. Donc ça, c'était en 1950, hein, c'est pour ça que le 9 mai, c'est la fête de l'Europe, parce qu'il a prononcé cette déclaration le 9 mai 1950. Et je trouve que quand on regarde maintenant avec le recul, bah on se dit pas, hop, demain on se met tous en uniforme et on va taper les Allemands. Donc sur ce point-là, je dirais que c'est un succès assez certain de cette idée, pour l'instant. Voilà, moi j'ai une bonne copine allemande dans mon bureau, on va à la cantine, on travaille, c'est sympa. Voilà, mes 2 grands-pères étaient, enfin il y en avait un dans un camp, l'autre était en train de bombarder les Allemands, et ses grands-pères étaient probablement en train de faire pareil contre ma propre famille. Donc ce qui est assez beau quand même de se dire qu'en 2 générations, on se retrouve maintenant collègues qui allons boire des verres le soir de bière belge. Alors oui, c'est vrai, depuis 1945, on ne s'est pas foutu sur la gueule avec les Allemands. Mais aujourd'hui, cette justification semble un peu légère. Parce qu'il y a 80 ans, c'était la guerre, il faudrait aujourd'hui accepter de payer des amendes parce qu'on refuse de brader nos barrages hydroélectriques à des intérêts particuliers. Franchement, pas sûr que ce soit suffisant. Alors reste la communication autour des symboles et les tentatives artificielles de nous faire intégrer l'idée d'une communauté de destin. And we've all made an impact on the world, even before. The challenges we face are global, but together in Europe we can lead the way and reduce climate change, make the borders safe, fight terrorism. Together we can promote peace, equality, rights, and democracy. Each of us can leave a mark, but together we can make a real difference. That's why we vote. Today, I'm being born. Choose the Europe you want me to grow up in.
cette vidéo a été faite sur le principe des enfants qui naissent, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a en commun? On est tous nés. Donc déjà, au moins là-dessus, vous avez quelque chose en commun, et si vous voulez penser au futur, vous pensez aux enfants et vous pensez à vous en tant qu'enfant, ce que vous vouliez en tant qu'enfant, ce que vous voulez pour la génération à venir, etc. etc. Qu'une communicante de l'Union Européenne nous explique que ce qu'on a en commun en Europe, c'est qu'on est tous nés, et qu'ils aient choisi de communiquer là-dessus dans la perspective des élections européennes, c'est assez symptomatique de leur incapacité à trouver un récit réellement unificateur permettant de justifier les décisions qu'ils imposent. C'est extrêmement intéressant, ça veut dire que si la Commission européenne continue d'imposer ses choix idéologiques dans les faits, elle a de plus en plus de mal à les justifier auprès de l'opinion publique. Alors elle glorifie le passé et les symboles à la con. On a évoqué 1984, mais dans les faits on est plus proche de l'URSS sur la fin, où plus personne n'y croyait vraiment, où tout le monde voyait bien les contradictions entre les discours officiels sur l'idéal soviétique et la réalité des queues devant les boulangeries, et où le régime n'avait plus pour entretenir la flamme que le souvenir de la glorieuse bataille de Stalingrad et les statues géantes de Lénine. Bon, la faucille et le marteau en nouilles, Brejnev n'y avait pas pensé, mais à sa décharge, il n'était pas sur Twitter. L'idéologie profonde de la Commission européenne est en perte totale de vitesse, parce que tout le monde se rend compte que dans les faits, rien ne se passe comme prévu. On nous a vendu les vertus de la concurrence et ça fait 10 ans qu'on est au bord du chaos économique. La Commission voit bien qu'elle est rejetée, mais elle est incapable de comprendre que ce rejet vient de son propre échec à améliorer la vie des citoyens. Alors, la seule issue qu'elle voit, c'est la communication. Mais comme sa communication directe est nulle et ne prend pas, elle compte sur nous pour le faire, sur les influenceurs, sur les youtubeurs. Mais le simple fait qu'ils aient même pas pensé à se renseigner sur les personnes qu'ils invitaient, comme si, encore une fois, il n'y avait aucune raison que des youtubeurs ne voient pas tous les bénéfices que peut nous apporter la Commission européenne, ça montre une fois de plus la déconnexion totale qui existe entre cette institution et les citoyens. Et que si la Commission européenne continue de dicter sa loi aux États, elle est bien plus faible qu'on pourrait le penser, et que son règne ne durera pas éternellement. Messieurs les fonctionnaires de la Commission européenne, vous nous avez accueillis dans vos locaux afin que nous déconstruisions les idées reçues sur l'Europe. D'une certaine façon, cette invitation aura eu l'effet escompté. Ces 2 jours passés avec vous auront été particulièrement éclairants quant à votre vision du monde. Et nous ne manquerons pas, comme vous nous l'avez demandé, de parler d'Europe avec notre public. Malheureusement, nous doutons du fait que le résultat vous satisfasse pleinement. Il ne faut pas nous en vouloir, votre proposition, celle de relayer vos vérités à notre public, était séduisante, mais notre loyauté va déjà à d'autres. Elle va précisément à notre public, qui souhaite nous voir être autre chose qu'un simple relais de propagande. Notre public qui attend de nous une information véritable, quand bien même le fait qu'elle bousculerait vos certitudes, vous ferait la ranger instantanément dans la catégorie des informations. Notre loyauté va tout simplement au réel et à sa compréhension, toujours plus complexe et dérangeant, mais ô combien plus stimulant que le confort procuré par l'aveuglement idéologique que vous avez choisi d'embrasser. Pour toutes ces raisons, et bien que vos propositions nous touchent, nous nous voyons dans l'obligation de la décliner.